vais laisser la parole à Arnaud Groff qui vient donc nous présenter son modèle assez original pour justement que les gens prennent le risque. Alors je vais innover parce qu'en fait je vais pas faire ça du tout. Ah bah, d'accord. Donc voilà. Non, je le ferai à la fin. Je le ferai à la fin puisque c'est une illustration. En fait, on a créé un espace dans lequel en fait vous l'avez vu ce matin, innovation elle est reconnue que si elle est acceptée en tant que telle. Donc nous on est parti de l'inverse. On a fait exprimer aux gens ce qu'ils ont envie d'accepter. Et les gens votent j'aime, j'aime pas. Une fois qu'elles sont retenues, on les met face à une communauté. Et pendant des mois, n'importe quel designer qui est connecté aide à co-concevoir, co-poser des créations. Et on le fait produire par une entreprise française. Donc avec un Fab Lab intégré. Donc j'ai pris ce que vous avez mis, je l'ai mis dans un truc et on teste pour voir. Mais pour autant, c'est pas là-dessus que je voudrais travailler parce que par rapport à ce que j'ai entendu hier en introduction et par rapport à ce qu'on entend là, je pense qu'il y a un problème, un macro-problème autour de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire que l'innovation en fait ? Je pense que chacun ici a sa propre vision en fait. Et je pense qu'on en parlait avec Muriel, ce que l'on a entendu en introduction hier est très intéressant. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui vont de bas en haut. Mais il y a ce plafond de verre, il y a un méta-plafond de verre au niveau de notre société qui font que les sachants, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, font tout. Ils sont en position de défense et on fait tout pour bloquer. La fabrique à innovation, donc là on vient de voir Xavier Niel qui vient d'investir dans notre start-up. Aucune région française a mis de l'argent parce qu'on nous a expliqué que le réseau régional d'innovation qui était là, ou les CCI qui étaient là, étaient missionnés pour faire ce même travail. Et qu'aujourd'hui ils se voyaient mal subventionner quelque chose qui a déjà des résultats. Puisqu'on a déjà industrialisé de la chaussure en France, on a industrialisé des chocolats médicaux en France, on a avancé en même pas 4 ou 5 mois, là où eux, avec des budgets conséquents, n'y arrivent pas. Donc l'institution, on va dire, bloque l'innovation parce qu'elle n'a pas la même vision que nous, elle n'a pas l'intérêt commun. Donc du coup, j'ai rechangé et je vais parler de l'innovation en disant, mais vous savez que vous innovez sans le savoir, vous, que vos collaborateurs innovent sans le savoir, et comment, quelque part, on peut trouver tous ces leviers d'innovation, quels qu'ils soient pas uniquement technologiques. Donc, en fait, je ne vais pas parler beaucoup de Steve Jobs ni de Google, parce que c'est des choses... voilà, on romance un peu les choses. On va parler un petit peu de 3M, un petit peu de Lego. On va voir ce que ça donne. Mais avant de parler de quoi que ce soit, de théorie, je savais que vous alliez avoir un petit peu de ski. Donc je me suis dit, on va mettre un peu de musique qui va normalement ne pas vous endormir. Donc on va écouter ça. Je vous pose 3-4 questions à la fin de cette séquence-là. Allez-y. Avec le son. In your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand
te vois souvent, parce que chaque semaine, mais... C'est pas nous, hein. Comment? Le micro. Alors, première question, levez la main les personnes à qui ça a apporté quelque chose, une émotion et autres. Oh, vous êtes tous émotifs. Hein. Bon, c'est normal, vous êtes fatigués. Bon, il y a une ou deux personnes qui n'ont pas levé la main. Deuxième question, qui trouve ça innovant? Alors, ce projet a 10 ans, hein, aujourd'hui. Ah oui. Oui. Qui trouve ça innovant? Donc, on va débriefer sur ces deux réponses, en fait. À la première réponse, bon, là, on est sur un groupe assez restreint, mais il est normal que des personnes ne lèvent pas la main. Pourquoi? Parce que déjà, l'innovation, quelque part, n'a pas vocation à être considérée en tant que telle par tout le monde de la même manière. L'innovation, elle est caractérisée par un jugement de valeur. Et comme on n'a pas les mêmes valeurs, certains peuvent trouver ça innovant et pas d'autres. Ça veut dire que vous, quand vous mettez en place des démarches d'innovation, n'essayez pas de satisfaire 100% des personnes, c'est pas possible. Elle est forcément relative. C'est pas trop grave, je veux dire ça. La deuxième est plus gênante. Parce que ça veut dire qu'il y a au moins deux visions de ce que c'est que l'innovation dans cette salle. Il y a ceux qui ont levé la main, qui pensent que c'est innovant, et les autres qui pensent que c'est pas innovant. Mais il y en a au moins deux, mais il y en a beaucoup plus. Et vous voyez, je pense que par rapport à ce qu'on entendit hier en introduction, ou comment on pourrait bénéficier de l'intelligence collective, le seul moyen aujourd'hui de faire péter, excusez-moi, le dernier verrou, qui sont ceux qui maîtrisent, on va dire, le système et qui n'ont pas envie de voir les répartitions des rôles différentes, c'est qu'en fait, si tous les acteurs qui font l'innovation par le bas sont d'accord sur ce que c'est, ils seront beaucoup plus forts. Aujourd'hui, ce que je vois sur l'innovation sociétale, c'est-à-dire les innovations qui modifient la manière dont notre société est organisée, la seule manière d'éviter que ça se répande, c'est de le diviser. Quand à un moment donné sur Nantes, on a accompagné un projet de couches semi-jetables, semi-lavables, ça permettait de réduire, je crois, de 200 000 € le traitement des déchets. Ça a créé 11 emplois, puisque en fait, tous les matins, on distribuait des couches semi-jetables, semi-lavables en vélo dans l'agglomération de Nantes. Alors, le seul qui n'était pas content, c'est celui qui traite les déchets et celui qui vend des couches. On est d'accord. Et aujourd'hui, plutôt que d'étendre ça à toutes les crèches de France, qu'est-ce qu'on fait? On l'isole. On l'isole parce que si demain on dit que ça c'est innovant et que c'est innovant partout, vous remettez trop en question rapidement l'ensemble du système. Et donc aujourd'hui, c'est valable pour une société, mais c'est valable pour une entreprise, c'est valable pour une équipe. Le fait de ne pas être d'accord sur ce que c'est que l'innovation vous empêchera d'utiliser justement cette intelligence collective, parce que quand vous direz allez on innove ensemble, vous partez en rando, vous partez là. Et pour certains, innover ensemble, c'est aller là-bas. Et donc vous allez partir, mais d'autres vont partir dans d'autres sens. Donc ne serait-ce que le partage d'une culture commune de ce que c'est que l'innovation est essentiel. Et en France, on est malade de ça. L'innovation est en panne. Tous les statistiques le montrent, on ne les montre pas. L'innovation est en panne puisqu'elle ne se traduit pas ni par des résultats économiques, ni par des résultats sociaux. L'innovation, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'obtenir des résultats économiques et sociaux. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question suivante. Et on peut en déduire quoi? Pour ceux qui ont levé la main, vous n'avez pas de nouvelle application dans vos smartphones, vous pouvez vérifier. Donc l'innovation n'apporte pas que des choses matérielles. L'innovation apporte aussi de l'immatériel. On peut mettre en place des démarches d'innovation, le bien-être au travail ou des choses comme ça. Ça peut être des démarches d'innovation. On n'est pas obligé d'être sur du matériel. Les valeurs immatérielles sont hyper importantes. Deuxième apprentissage, oui, c'est une innovation. En fait, c'est ce qu'on appelle l'innovation d'organisation. En gros, plutôt que de déplacer les musiciens au studio d'enregistrement, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé le studio d'enregistrement aux musiciens. Vous comprenez? On a modifié la manière dont on enregistre un disque. Et le résultat est innovant parce qu'il a créé de la valeur chez vous. Et c'est pas réservé qu'à des produits musicaux. Prenez Lego. Il y a 10 ans, Lego s'est dit, tiens mince, je gagne pas de part de marché. Et pour Lego, quand je gagne pas de part de marché, c'est pas que j'en perds, j'en gagne pas. Donc ils ont mis en place un site internet qui permettait à un enfant d'assembler sa propre boîte de Lego. Bon, super, co-création, on a un service recherche et développement gratuit, mondial. C'est les enfants qui dessinent sur le site internet vos modèles de demain. 2, on crée ce qu'on appelle la valeur d'estime avec les parents qui ont l'impression d'avoir un petit génie à la maison, puisqu'il a créé une boîte. L'entreprise s'en fiche un peu de ça, même si on travaille sur la valeur d'estime. Mais 3, l'énorme apprentissage dans cette innovation organisationnelle, puisque l'enfant assemble sa boîte, les parents payent beaucoup plus cher, et on change l'organisation de logistique, puisque c'est un automate qui assemble la boîte que l'enfant a dessinée. Vous voyez, on a modifié l'organisation. Le gros apport dans cette innovation-là, c'est qu'ils se sont rendus compte que 80% des boîtes portaient le nom d'une licence. Parce que l'enfant devait dessiner la boîte et donner un titre. Et c'était le Lego machin Star Wars, le Lego truc oui, le Lego truc Dora. Et Lego n'achetait jamais de licence. Donc là, on a deux approches. Une approche qu'on retrouve en France, qui est de dire le client est con, donc j'achète pas de licence, même si 80% des boîtes ont le nom d'une licence, j'achète pas. Ils ont une approche différente qui a été de dire j'achète les licences. Et ce qui est formidable 10 ans après, c'est qu'ils ont acheté les licences leur ont amené des nouvelles contraintes,
puisque quand vous achetez une licence, vous avez des contraintes de couleur, de forme. Ils ont été obligés d'être créatifs et de réinventer des nouveaux modèles. C'est la thèse de doctorat que j'ai soutenue, c'est dans la contrainte qu'on trouve l'innovation, dans la contrainte formalisée. Plus vous êtes contraint, plus vous êtes innovant. Souvent, le problème, c'est qu'on identifie mal la contrainte, et du coup, on la prend mal. Alors qu'une contrainte bien formalisée et acceptée, c'est le début de l'innovation. Donc ce qui est formidable 10 ans après, c'est que non seulement ils font des Lego Star Wars, des Lego Dora, des Lego je sais plus quoi, mais grâce à ça, depuis 3-4 ans, ils ont réinventé leur propre marque Lego avec des nouveaux jeux, jeux de société, jeux vidéo, dessins animés et ainsi de suite. Ça a été en fait une bouée d'oxygène pour se dire mince, j'ai le droit d'être créatif. Ils ne sont pas restés dans leur zone de confort, je fais mes Lego, mes petites briques. Les licences leur ont imposé d'être innovants et de trouver des nouveaux leviers. Et 10 ans après, c'est aussi un second souffle pour Lego. Donc l'innovation n'est pas forcément, technologique, elle n'est pas forcément alliée à un produit, elle peut être organisationnelle, elle peut être dans les processus, elle peut être dans le management. Troisième apprentissage, vous l'avez vu, donc l'innovation n'est pas que technologique, mais s'il n'y a pas de techno, c'est compliqué d'innover. Donc il faut arrêter l'opposition innovation techno, non techno. Il faut juste recalibrer. Je vais vous donner un chiffre, justement, qui vient de la Commission européenne. 80% des innovations en Allemagne, je vous dis 80, à Bercy, ils me disent ouais, il n'est pas juste, c'est 68, je m'en fous, 68, 80, comme vous voulez, sont non technologiques. Donc le modèle qu'on nous met en avant, il réussit sa performance économique en étant capable de mettre de l'argent sur l'innovation non technologique. Et nous, depuis 10 ans, avec Oseo ou d'autres structures, on n'a financé que l'innovation technologique. Et ce qui fait qu'en France, quand vous parlez innovation, les gens pensent technologie. C'est associé. D'ailleurs, là, on parle de recherche et innovation. La recherche, le manuel, la recherche est définie par le manuel de Frascati, je crois, je sais pas quoi. Et l'innovation, c'est une autre définition. On a mélangé les deux notions parce que c'est plus simple. Innover dans la techno, c'est simple. C'est plus ou moins qu'avant. Innover socialement, il faut se poser des questions, là. Parce qu'une innovation sociale dans un pays, elle n'est peut-être pas une innovation dans un autre pays. Le jugement de valeur n'est pas le même. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est juste rééquilibrer le curseur. On était victime de la loi de Pareto pendant 10 ans. On a mis 100% de notre argent uniquement sur l'innovation technologique. Donc sur la création de connaissances. Par contre, comment on utilise ces connaissances, on verra après. Un Américain fait l'inverse. Il va regarder l'usage, il va aller chercher ou demander qu'on lui crée la connaissance pour répondre à cet usage. Donc c'est pour ça qu'en France, on a parmi les meilleurs chercheurs du monde. Par exemple, on a les meilleurs mathématiciens du monde, mais on n'a pas les meilleurs informaticiens. Vous voyez ? La transformation de la connaissance en valeur marchande, si c'est dans le cas qui est celui-là, elle est très faible en France. D'accord ? Alors, quatrième apprentissage, numéro 3, normal, ce projet pèse 400 millions de dollars. Pourquoi aujourd'hui il pèse 400 millions de dollars ? Donc chacun des inventeurs de ce projet a pris 1 million chacun, et après ils ont construit un réseau de fondations à travers le monde pour apprendre à lire et à écrire par la musique. Il pèse, c'est une réussite parce qu'il est parfait. Il est parfait en termes de qualité. Pas parfait. Il n'y a pas de gros défauts. Parce que quand on innove, les sceptiques à l'innovation vont chercher le défaut, vont appuyer dessus. C'est tout le paradoxe. L'innovation, vous allez dans l'inconnu et on vous demande d'être parfait. Et là, c'est l'organisation qui permet ça. Trop de gens croient que l'organisation tue l'innovation. Non, l'organisation va permettre de se donner le droit d'être créatif à certains moments et à d'autres moments de ne pas prendre les risques qui vont justement faire capoter le projet. Donc là, le management de projet, mais il y a d'autres modes d'organisation, sont des moyens de favoriser l'innovation. Enfin, le dernier point, avant de rentrer un petit peu dans le dur avec quelques exemples, deux derniers points, c'est une réussite, ça pèse 400 millions de dollars parce que la manière dont ils ont ce qu'on appelle socialiser, en gros marketer, socialiser un produit, c'est le marketer, est totalement cohérent entre les valeurs du projet. En gros, ce projet est totalement gratuit. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le DVD. Si vous voulez, vous pouvez consommer cette musique totalement gratuitement. Par contre, si vous donnez, ils ont mis en place un système qui permet, sur playingforchange.com, de voir que vos 20 € vont bien, 19,50 € va bien dans telle fondation. La manière dont on market les valeurs que l'on porte doit être parfaitement cohérente. C'est terminé aujourd'hui, à cause des réseaux et ainsi de suite, et c'est plutôt bien. C'est terminé de dire je pollue pas en mettant des pubs avec des pelouses vertes, puis derrière inciter à avoir une quantité de déchets à traiter. Ça marche plus. On a les réseaux sociaux, on a des utilisateurs qui sont parfois mieux renseignés que nous, ont plus de connaissances que nous-mêmes sur nos propres produits. C'est-à-dire qu'on peut être capable des fois de choisir des matériaux et se retrouver avec un mail de la personne qui vous dit vous savez que ça, vous savez que ça. Ah bah merci, je vais aller voir. Vous devriez aller voir un tel. Donc aujourd'hui, on est obligé, si on veut que l'innovation soit acceptée, on ne peut plus tricher.
Il faut que la manière dont, les valeurs que l'on porte dans la manière dont on le socialise doivent être cohérents avec le projet. Enfin, pour terminer, là, vous l'avez vu sur le fond et sur la forme, ce projet était une réussite et c'est la même chose pour toutes les innovations grâce à la diversité des acteurs. C'est ce qu'a pas fait Kodak, c'est ce qu'a pas fait Polaroid. Ils ont fermé les portes. Alors Kodak c'était pire encore parce que à l'origine c'était quand même eux qui ont initié cet appareil photo numérique. La peur, merde on l'a trouvé, on le range, on ferme, on bouge pas quoi. Eux ils l'avaient pas trouvé mais eux ils auraient pu dire bah tiens on va chercher, on va aller voir d'autres. Non ils ont fermé, on dit nous on va le faire. Ils ont mis 5 ans. C'était 2 ans le virage qu'il fallait prendre. Et quand vous travaillez avec vos sous-traitants, avec vos clients et ainsi de suite, vous allez plus vite, vous allez plus fort. Vous êtes plus fort. Donc la diversité est intrinsèque à la notion d'innovation. Et l'innovation n'est pas le privilège de quelques-uns. C'est l'ensemble des compétences mises dans une certaine chronologie, valorisées d'une certaine manière, organisées et structurées, qui donnent lieu à l'innovation. Voilà ce que peut nous apporter cette vidéo. L'innovation n'est pas que technologique, elle n'apporte pas que des choses matérielles, elle nécessite un peu de s'organiser, un peu de techno, elle nécessite d'être valorisée, et elle nécessite de la diversité pour lutter. Il y a un article qui n'est toujours pas sorti, que j'ai intitulé « La consanguinité des organisations, : vive le crétinisme décisionnel ». C'est exactement ce qu'on a dans la plupart. Moi, je viens des arts et métiers. Si vous allez chez PSA, c'est arts et métiers. Si vous allez chez Renault, c'est Centrale Paris. À un moment donné, c'est triste. Hein, parce qu'en fait, si vous venez tous de la même école, je vais faire autre chose, mais si vous venez tous de la même école, vous voyez un disque blanc. Hein, si j'embauche un designer, ah mince, hein, c'est pas un disque en fait. Puis j'embauche un sociologue, ah ben non, c'est pas un disque, c'est un tube creux. Vous voyez ? Le paradoxe, c'est qu'on est recruté de la même manière, formé de la même manière, et on se retrouve dans la même boîte, puis on est là, oh, on est bon, hein. On est bon, hein. On est bon. T'as vu comment on est bon? Ah bah ouais, t'es bon. Et puis après, on voit les chiffres, ah ben non, on n'est pas bon en fait. Chez PSA, toutes les certifications qualité du monde, ils sont au top de tout. Je me souviens, 2006. Et on nous dit, mais venez voir, on comprend pas. On a tout. Tous les modèles, toutes les certifications, on a tout. Et quand vous allez sur un salon auto, on y allait en client mystère, quand je faisais mon doctorat chez eux, et le gars dit, touchez pas à la hauteur. Ah, c'est une maquette. Ah non, 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 mais touchez pas, c'est fragile. Ah bah, mais la met pas, parce que... Donc on a toutes les certifications qualité, on n'a pas le droit de toucher... Mon projet de recherche, c'était la C3R, c'est la C3 pluriel, ce qui est devenu après le véhicule C3 pluriel. Très créatif, pas très innovant. Si on a le temps, je vous expliquerai. Mais bon. Vous voyez que entre les finalités de l'innovation, donc on a les certifications, mais le sens des certifications, on s'en fout. On a les C'est pour ça que moi, je lutte à l'Europe. Je vais à toutes les réunions et je mets mon veto, j'emmerde tout le monde pour éviter qu'il y ait une norme sur l'innovation. Ce serait la catastrophe. C'est ce que veut l'Allemagne, mais ce serait une catastrophe, la norme sur l'innovation, parce qu'il y a des gens qui auront la norme. Et vous allez voir les produits qu'on va avoir à côté. Ça va pas être innovant. Donc, qu'est-ce que c'est que l'innovation ? Eh bien, écoutez, vu que je suis pas encore, j'ai pas beaucoup de cheveux gris, j'ai essayé de skier un peu, j'ai vu que je suis quand même vieilli, mais j'ai essayé, 5-6 ans après la fin de mes travaux de recherche, d'objectiver, puisque j'avais une définition qui n'était pas forcément retenue. Et il y a peu de temps, j'ai dit, attendez, on va arrêter là, parce que des gourous qui expliquent que l'innovation c'est ça, Steve Jobs qui dit que c'est ça, un autre qui dit c'est ça, il y en a plein. Ils ont tous raison. Ils ont tous raison. Qui je suis pour dire qu'ils ont tort. Par contre, à un moment donné, quand vous faites 3 conférences, vous avez 3 définitions différentes, ça vous avance pas plus. Je suis remonté aux racines du mot. Innover, c'est innovare, faire venir quelque chose de fécond dans l'ordre établi. Quand je suis dans ma tribu, je me balade, je vois une tribu, et ça fait 200 ans qu'ils font ça. Je me dis, c'est pas mal hein, comme ils s'organisent. Mais ça fait 200 ans qu'eux le font. Et vous voyez, c'est nouveau pour ma tribu. Moi, je le fais pas. La nouveauté, elle est relative dans l'innovation. Elle n'est pas universelle. Je prends cette nouveauté et je l'intègre dans ma tribu. 2e paramètre. C'est mon boulot de l'intégrer, la socialiser. Et 3e paramètre, il doit être fécond. Bon, on va le traduire dans notre langage parce qu'on va avoir du mal de fédérer les gens avec ça, mais... Donc, la créativité, c'est quoi? C'est amener quelque chose de nouveau dans votre domaine, la fécondité qui crée de la valeur, et on retrouve les notions de valeur. Analyse de la valeur créée dans les années 40, 50, valeur d'estime, d'usage et d'échange qu'on peut mettre dans un produit, et qu'on doit socialiser. Voilà. Quand j'invente les feux tricolores, c'est nouveau, je sauve des vies, et je le socialise par la loi. D'accord? Le mode de socialisation, il n'est pas obligé d'être doux, il peut être brutal. C'est pour ça que j'ai mis conduite du changement. Et la définition qu'on a développée est la suivante. Donc l'innovation est la capacité à répondre de manière créative, donc nouvelle dans votre domaine, à un besoin identifié, en créant de la valeur et en s'assurant de son appropriation. Et les 3, c'est pas, moi je fais du métier d'ingénierie, souvent mes collègues arrivent, ils disent tiens ça c'est génial, prends-le. Donc voyez, ils ont fait un truc qui est nouveau, qui crée sûrement de la valeur, mais la socialisation, ça passe.
Ils s'en foutent de savoir que ça va supprimer 3 postes ou que la personne du coup va être complètement déstabilisée et va devoir revoir complètement la manière dont elle construit la voiture. Ils s'en fichent. Pourtant, ça fait partie du job. L'innovateur, il a ces 3 fonctions-là. Il doit concevoir le produit en même temps, en intégrant la manière dont les gens vont se l'approprier. C'est comme ça que nous, en 2000, quand on travaillait sur les téléphones portables, bon, il n'y avait pas ça encore, on travaillait sur le design cognitif pour faire croire que le téléphone était solide. Quand on l'ouvrait, il fallait que ça fasse un beau clac. On travaillait là-dessus, on avait déjà les vidéos, on est en 2001. Nous, l'UMTS, les vidéos, on l'avait déjà. 2001, voilà. On a, pour des questions de business, mais aussi des questions d'apprentissage, dans la téléphonie mobile, mais des téléphones. Des téléphones qui prennent des photos, des téléphones qui prennent des photos, qui les envoient, des téléphones qui peuvent avoir des vidéos, qui peuvent prendre des vidéos, qui les envoient. Parce que si on met un smartphone en 2000, on ne prend pas le marché. On n'éduque pas les gens, on ne les socialise pas. En 2000, on aurait compris que c'était un objet de torture, que c'était des chaînes en fait. On l'aurait compris parce qu'on serait posé toutes ces questions. Non, c'est y aller en douceur. Et on se l'est accaparé, on se l'est approprié, et maintenant on ne peut pas s'en défaire. D'accord ? Donc la socialisation fait partie du processus. On doit le penser en même temps qu'on pense la solution. Bon, on va rentrer à une phase un petit peu plus ludique pour essayer d'illustrer tout ça. 3 piliers, le changement. Le premier, c'est se poser la question de c'est quoi en fait la meilleure manière de faire en sorte que les gens acceptent mon innovation. Je veux innover dans mon service ou dans ma structure. Comment je suis sûr que mes salariés vont y adhérer. Honnêtement, je vais vous donner un truc, mais bon, il est gratuit, je suis désolé, je ne vais pas avoir arrivé à le vendre. L'observation, en fait. C'est gratuit. L'écoute et l'observation. Si vous voulez être sûr que quelqu'un accepte votre nouveauté, si c'est quelque chose qu'il fait déjà, ça sera plus facile en fait. Typiquement, c'est par exemple l'histoire du pick-up. Le pick-up, voiture américaine. Dans le livre de General Motors, vous apprenez que pendant 16 années, les mecs venaient acheter la voiture, les farmers, ils achetaient la voiture. Et le jour même, ils coupaient pour qu'on puisse mettre une botte de paille derrière. Ça a duré 16 ans. Et le concessionnaire, à chaque fois, dit « mais ça va pas ». Au lieu de dire « il y a un besoin », vous voyez, je fais exprès parce qu'on tape sur la France, mais là, on peut taper sur les États-Unis. Là, pendant 16 années, il dit pas « tiens, il y a un besoin ». Là, il dit « ils sont barjots, quoi ». Et bien, il y a 2 semaines, j'étais reçu à Casablanca par le cercle des dirigeants du Maroc, là, le cercle du progrès du Maroc, et ils m'expliquaient, voilà, ils ont ce problème-là avec la France sur les tracteurs. Il dit « moi, quand je demande un tracteur à Renault sans électronique, et que je demande la même chose aux Allemands, j'ai toute une équipe d'Allemands qui me demande s'il y a d'autres clients et ils vont faire une gamme spéciale. Chez Renault, mais on me dit, on va t'envoyer des formateurs et on va former tes agriculteurs à l'électronique. Vous voyez la différence d'approche ? Mais il ne faut pas jeter la pierre. Pourquoi ils font ça là-bas ? Parce qu'ils sont dans une structure qui a un process. Et le chef de projet se voit, ou même le chef de production, n'a même pas le moyen d'aller dire, il faudrait qu'on fasse une ligne de production marocaine sans électronique. C'est même pas prévu en fait dans l'organisation. Il peut pas. Du coup, on a changé de posture. Alors quelque chose qui nous concerne plus, c'est le sac poubelle. On est passé du sac poubelle avec le fil, alors ça se déchire, donc on a fait des nœuds. Et les gens ont dit, bon, ils font des nœuds, c'est chiant, on va inventer un nouveau truc. On a fait le truc avec les fils jaunes. Okay. Et dans la démarche d'innovation, quand on trouve une innovation, de toute façon, le piège en créativité, c'est souvent l'idée qu'on trouve, parce qu'elle nous bloque. On est content de l'avoir trouvée, et du coup, on arrête d'en chercher d'autres. Et on fait de l'optimisation. Donc maintenant, dans la phase 2, on a optimisé les sacs poubelles avec les fils jaunes. Ce qui fait que maintenant, vous tirez, vous avez le fil jaune de l'autre et les sacs poubelles de l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous remettez à faire des nœuds. Et bien aux États-Unis, vu qu'il y a 10 ou 15 ans, je sais plus, ils ont vu que les gens faisaient des nœuds. Ils ont fait des sacs poubelles qui sont prévus avec, vous voyez, des manches pour faire des nœuds. Vous comprenez ? L'idée, c'est de dire, on peut prendre des outils, des méthodes, je devrais pas dire ça, j'écris des bouquins et je vends ça, mais tout ce que vous voulez. La premier des outils, c'est d'être là, d'observer. Notre capacité, j'entends des curiosités, cette capacité d'aller voir, d'observer, de regarder, d'essayer de comprendre pourquoi c'est différent. Donc la notion de tolérance à la différence va vous donner déjà des données pour innover. Tiens, il fait comme ça, bah, on va le généraliser. Pourquoi tu fais ça ? Bah, c'est intéressant, on va le généraliser. Ça, c'est le premier apprentissage qu'on peut tirer des racines même du mot innovation. C'est que si vous voulez innover, bah, déjà, si vous observez des choses qui peuvent rendre service, c'est déjà mieux. Après, il y a un autre aspect qui est défaillant dans notre culture, c'est que quand on innove, qu'on crée de la valeur par quelque chose de nouveau, on oublie souvent de le socialiser, de le valoriser. Hein, là, j'étais plutôt en amont, comment s'en servir. Typiquement, ça c'est quoi ? On met de l'eau, on le met au congélateur. C'est donc vous êtes fatigué, mais c'est pour tout à l'heure l'apéro, c'est un bac à glaçons. Tout à fait. Regardez, je vais innover. Je vais faire juste un petit geste.
J'innove, je mets un mode d'emploi qui montre quoi? Ah, vous voyez pas en fait. En fait, il est conçu pour avoir le diamètre d'une bouteille. D'accord? Donc ça a une valeur V. Ça on sait faire. Ça c'est typiquement, ça sort chez nous. D'ailleurs on va le trouver en rayon comme ça. On va se demander si c'est pour mettre des glaçons ou des pièces, on ne sait pas. Par contre, de mettre un mode d'emploi, ça veut dire de marketer la démarche, de l'expliquer, on oublie. C'est-à-dire, je me souviens de mon associé qui avait sucré son propre budget formation pour tout son service, puisqu'il y avait restriction du budget formation dans l'entreprise. Et à l'entretien annuel de 360, là, où vous faites évaluer par vos propres collaborateurs, ils vous disent mais tu nous as mal défendu, on n'a pas eu de formation. Donc pendant 2 ans, elle grille son propre budget formation pour le donner à ses collaborateurs, mais elle ne l'a pas dit. Et aujourd'hui, on nous a toujours appris à l'école, fais les choses. Et tu verras la reconnaissance. Il n'y a que les films américains dans lesquels ça se passe. Si vous faites des choses et que vous attendez que la reconnaissance vienne, c'est faux, ça n'existe plus. Je suis désolé, hein, mais ça n'existe plus. Si vous le faites, dites que vous le faites. Alors, on n'est pas... aux États-Unis, ils changent juste la couleur du logo, on fait le 4 juillet, d'accord? Nous, on fait ça, non, c'est pas une innovation. Non. Vous voyez, il y a un snobisme dans l'innovation. Non, j'ai pas inventé un truc génial, donc non. Et ça tue toute la culture de l'innovation. Tous les textes vont dans ce sens. Il faut arrêter, et j'ai fait partie de ces gens-là, il faut arrêter de faire la promotion de l'innovation de rupture. Moi, il y a 15 ans, je disais innovation de rupture. J'étais comme ça, c'est terminé. Il faut faire de l'innovation incrémentale. Il faut tout réorienter. Pourquoi? Pour 2 choses. 1, quand vous mettez que de l'innovation de rupture, sur 100 personnes qui cherchent, il y en a une qui va trouver. Vous avez démotivé les 99 autres, qui n'ont plus envie. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas trouver. 2, le jour où le changement arrive, il s'est passé longtemps, parce qu'entre le moment où vous cherchez la rupture ou la trouver, il y a un temps de latence. Et là, il y a l'immobilisme qui vous empêche de passer le cap. Là où si vous faites de l'innovation incrémentale, des petites améliorations, chacun d'entre nous cumulées, au quotidien, il y a de la couleur qui se passe. Parce que au quotidien, il y a des petits changements. Au quotidien, je me sens acteur. Et le jour où la rupture arrive, j'étais en micro-mouvement. Donc, je pourrais passer en grand mouvement. Je serai un petit peu en mouvement. Donc, quand le gros mouvement sera nécessaire, je serai plus habile pour passer ce cap. Voilà ce qu'il faut faire. Deuxième apprentissage, à travers ces valeurs, c'est la notion de valeur. C'est quoi la valeur? En gros, si on comprend bien, si on veut innover, donc si on se bat pour lever tous les freins qu'on a identifiés hier et aujourd'hui, c'est pour innover, donc c'est pour créer de la valeur. C'est intrinsèque à la notion d'innovation. C'est quoi la valeur? C'est quoi? Une idée? Personne? C'est ce que ça apporte? Ce à quoi nous tenons. Ce à quoi nous tenons? La valeur, je vais choquer, mais la valeur de l'amour, la valeur de l'amitié comme la valeur d'un projet ou d'un portefeuille, c'est la même chose, la même définition. La valeur, on juge tout sur 3 types de valeurs. Valeur d'estime, là vous me jugez, j'aurais pu venir en combinaison de ski ou maillot de bain en sortant de la piscine. J'aurais tenu les mêmes propos, que vous le veuillez ou non, vous jugez mes propos sous ces 3 valeurs en même temps. La valeur d'échange, c'est qu'est-ce que ça vous apporte? La valeur d'estime, elle est fortement impactée par qui je suis, ce que je représente. Et la valeur d'échange, c'est le fait que vous n'ayez pas pu skier jusqu'à 5h30. Quoi. Ça impacte, mais que vous le vouliez, non, ça impacte chez vous quelque chose. Donc on juge tout par rapport à ça. À l'inverse, ça veut dire qu'on peut créer de la valeur, donc innover sur tous ces champs-là en même temps. Je peux innover dans la valeur d'estime, je peux innover dans la valeur d'usage, je peux innover dans la valeur d'échange. Typiquement, voilà une erreur. Ça, c'est les boîtes de médicaments, vous devez connaître, dans lequel, ici, on met le nom du médicament qu'il remplace, parce que c'est un générique. Et ici, vous avez matin, midi, soir, et on coche le nombre par repas, et ainsi de suite. Donc le pharmacien, lui, il écrit là. Normal, il l'utilise pas. Donc on a essayé de comprendre pourquoi c'était pas utilisé. Et c'est un sociologue, au bout d'un certain temps, a montré qu'en fait, on avait tué de la valeur d'estime du pharmacien. On avait réduit le rôle social du pharmacien à cocher les cases. Là où dans notre société, il a un rôle de prescripteur. Vous voyez? Donc ça peut nous servir pour créer de la valeur. Ça veut dire quoi aussi, hein? Ça veut dire qu'en fait, si lorsque vous innovez, vous n'intégrez pas tous les acteurs, chacun des acteurs peut être une promotion ou un tueur de votre innovation. D'accord? Donc on n'est pas obligé de créer de la... Alors les valeurs d'usage, c'est ça, par exemple. Moi, j'ai mes gars, on habite au bord de la mer. Mes enfants, chaque fois qu'ils prennent des pommes potes, donc je suis un peu... je vais essayer de faire attention à l'environnement, donc je recherche les bouchons, quoi. Faut que je les jouets, puis après, vous tamisez pour trouver les bouchons, pour pas les laisser. Et regardez, dans les hôtels, maintenant, ils mettent ça. C'est le même principe que la pomme pote, sauf que le bouchon est attaché. Vous voyez? Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, dans les chambres pour laver les chambres d'hôtel, ils sont à la seconde près. Ils calculent à la seconde près. Donc, trouver un bouchon pour le remettre, ils perdent de l'argent. Donc, vous voyez, la contrainte fait qu'ils ont fait un effort pour mettre le bouchon
Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer dans le second temps? C'est que ça a été développé pour ça, et puis après ça sera transposé, ça sera nouveau dans le domaine de l'alimentaire, on aura le bouchon attaché à la pompote. Voilà comment ça fonctionne. Celui qui a le plus de contraintes, ben, il fait l'effort de trouver l'idée, il sort de sa zone de confort. Et l'autre qui n'a pas eu la contrainte, eh ben, à un moment donné, il peut lui prendre aussi. D'accord? Sur la socialisation, un autre exemple, bah, ça je vous le montrerai tout à l'heure. C'est un stylo et mon gamin me dit ah, tu peux mettre tes initiales dessus. Il me dit par contre papa tu t'appelles pas 2H. Alors, il me dit bah 3H non plus puis HB non plus. Là je fais non, je ne m'appelle pas et je lui dis montre-moi. Ça fait 4-5 ans que j'achète ces stylos et en fait ce stylo vous le dévissez, vous tournez une bague et en serrant vous dites quel type de mine il y a dans le stylo. Je suis allé sur le site, je suis allé dans le magasin, je suis allé partout, c'est écrit nulle part. Et franchement quand on fait quelque chose et qu'on ne le dit pas, on le fait pas. Si vous faites quelque chose et que vous le dites pas, ne le faites pas. Ça sert à rien. Et ben voilà, ça c'est... Non, c'est pas Renault, c'est Stabilo. Ça c'est Carrefour. Voilà, brosse à dents qui clignote 3 minutes. Donc, hein, je le donne à mon gamin, comme ça, tant que ça clignote, il doit se laver les dents. Voilà, ça c'est même un produit que j'envoie aux États-Unis à ma belle-sœur. T'es français qui envoie un produit d'hygiène buccale à des Américains. C'est. Alors là, ben, jamais une pub. Moi, je cherche une brosse à dents normale. Parce qu'eux, ils estiment que c'est pas innovant. Mais non, moi, je trouve qu'en tant que parent, ils ont pensé à moi, quoi. Ils ont pensé aux 3 minutes. C'est pas de la haute technologie, mais ils ont pensé à moi. Mais on le valorise pas. On le vend même moins cher. Vous voyez comme on a un problème par rapport à l'innovation. Donc, qu'est-ce que c'est que la valeur? Ben, la valeur, c'est un ratio. C'est qu'est-ce que ça apporte sur ce que ça coûte. Alors, j'ai pas dit ce que j'ai dit. Par exemple, sur la valeur de l'amitié et de l'amour ou autre, c'est juste que le coût, c'est pas que l'argent. Et les apports, c'est pas que des apports fonctionnels. Il y a des apports d'estime, d'usage et d'échange. Comme il y a des coûts, les anciens disent souvent ça me coûte. Vous savez, moi je me souviens de mon grand-père qui disait qu'un remembrement, qu'il a perdu des terres, il a gagné de l'argent. Mais ça lui coûtait en termes de les terres de ses parents, ça me coûte. Vous voyez, le coût, c'est toute la gêne occasionnée. Et en fait, en permanence, quand on innove, on doit se poser la question de qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce que ça coûte. Et ça, c'est hyper important pour vous, parce que des fois, vous mettez la barre vraiment trop haut. Et en fait, entre ce que l'on a besoin et ce que l'on produit, il y a un ensemble d'acteurs qui font qu'on est souvent au-delà de ce dont on a besoin, en surqualité. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est lié à notre éducation. Je fais une petite courbe théorique pour finir. Ah, ça marche plus? Voilà. La valeur, c'est la satisfaction sur les coûts. Quand vous améliorez la satisfaction de vos collaborateurs ou des salariés, ou même d'un produit ou d'une voiture, sa vitesse, vous ne pouvez pas l'améliorer indéfiniment. On est d'accord? Par contre, c'est quand on est à la fin en train de l'optimiser que les coûts explosent. Un petit peu de maths, V égale ça sur ça. Donc la valeur maximale d'une solution n'est pas à la performance maximale. Et nous, on est éduqués dès tout petit en disant tu vas être le premier, tu vas avoir 20. Moi j'ai fait ça s'appelle du lean, hein, juste nécessaire. Moi j'ai fait du lean, j'ai toujours eu 14. Parce que 14, vous pouvez vous planter, être malade, ça descendra à 12, 11, mais vous avez le temps de faire plein d'autres choses. Il n'y a jamais eu un prof qui a dit bravo Arnaud. J'ai vu, t'es pas venu au dernier partiel, mais c'est toujours peut mieux faire. On veut que vous alliez là. On veut que vous alliez là. On vous éduque à faire ça. Celui qui a développé la courroie de distribution qui tenait 300 000 km chez Ford, il a été viré. Et ouais, on veut pas la courroie de distrib à 300 000 km. On veut qu'elle casse à 100 000. C'est tout le modèle économique qui est basé dessus. Vous voyez? Et nous, on est éduqués à ça. Donc quand vous avez des ingénieurs, il y a 10 ans de ça ou 15 ans, qui ont été embauchés dans l'électroménager, on leur a dit, bon maintenant tu as appris à faire des produits qui marchent. Ce que je veux, c'est que la machine à laver, elle casse sur un produit, sur une pièce. C'est l'obsolescence programmée. Hein. C'est l'ampoule qu'on a allumée au début du 19e siècle, qui éclaire toujours. Hein, et que les mecs se sont réunis en disant, il faut faire une loi pour que les ampoules pètent au bout de tant d'heures, parce que sinon, comment on va faire du business? Donc on demande à quelqu'un des bons, puis quand on l'embauche, on lui dit, il faudra que tu fasses des mauvaises choses. Donc il y a des paradoxes dans l'innovation souvent. D'accord? Pour revenir à notre sujet, c'est faire attention quand vous mettez en place une démarche d'innovation, d'être aux bons objectifs. De ne pas être trop ambitieux sur la performance, parce que sinon on est en décalage. Et j'ai un super exemple là-dessus, parce que j'ai travaillé pour Georgia Pacific qui fait, pas du sopalin, du papier essuie-tout. Et on a développé un papier essuie-tout, on renverse 20 centilitres d'eau, vous détachez une feuille, vous posez, ça absorbe 20 centilitres d'eau. Là, tous les ingénieurs sortent en disant victoire, quoi. On ne peut pas aller aux Champs-Élysées, mais si on avait pu, on l'aurait fait, quoi. Parce qu'avec ça, on se dit, les Américains, on va les avoir. Les Américains, ils ont eu une approche différente. Ils sont venus, ils ont dit, comment on utilise ça en France? Ils ont vu qu'en France, Kleenex, sopalin, on fait toujours 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, ils ont développé un sopalin où, en termes de performance, on est là-dessus, on fait 1, 2. Sauf que quand vous tirez une demi-feuille. Donc, quand vous faites 1, 2,
Au final, vous retrouvez en performance une capacité d'absorption d'une seule feuille. Ce qui fait que, c'est tordu, mais psychologiquement, vous vous retrouvez à acheter plus souvent l'autre, puisque c'est volumineux dans le caddie, donc vous vous dites, l'autre est moins performant, j'en achète plus souvent. C'est faux. On intègre la performance à l'usage. C'est ça qui est intéressant parce que des fois, on se met la barre trop haut et nos projets capotent à cause de ça. Donc rapidement, parce que je vois que je suis en train de vous perdre. On va aller vite. Et enfin, dernier point sur la valeur, on innove trop, on pense toujours innovation dans les phases d'usage. On peut innover sur toutes les phases du cycle de vie. D'accord? C'est quoi un bon camembert? Tiens, ça c'est intéressant parce que pour montrer que l'innovation est relative. C'est quoi un bon camembert au Japon, selon vous? Il n'y en a pas de camembert. Si, j'ai bossé 6 mois dessus. Sur le Caprice des Dieux qui est vendu au Japon. Ça s'appelle pas Caprice des Dieux, mais ça s'appelle... C'est comment? Un qui sent pas. Alors voilà, il doit être donc pasteurisé, blanc, farineux. Et c'est quelque chose qui est cuisiné. Donc vous voyez que si vous venez en posture dominante en disant moi je sais ce que c'est et c'est ça, vous ne vendez pas de camembert. C'est ça qui a changé un peu aujourd'hui la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui on doit en tant que chef d'entreprise adapter nos pratiques, nos produits, nos solutions à la culture à laquelle elle est destinée. Et c'est là qu'on trouve d'énormes leviers d'innovation. Bon, pour la petite histoire, les camemberts qui sont vendus au Japon doivent avoir la DLUO parfaitement visible. Donc le seul moyen de garantir ça pour ne pas se faire interdire d'importation, c'est de les faire contrôler à la descente du bateau par une entreprise japonaise, c'est le jeu, donc qui prennent les camemberts un par un. Donc on a essayé de trouver comment optimiser ça. Ben moi, là, je ne savais pas avant, on a trouvé un truc génial. C'est un cariste qui a trouvé ça. Comme quoi, la connaissance, elle vient... Il a dit, vous savez, moi je lis pas le japonais. Et alors? Mais il dit, vous avez qu'à mettre vos camemberts à l'endroit, avec écrit O en français, ils sont à l'endroit, puis vous m'écrivez avec une flèche rouge O en japonais. Alors, il appelait ça des hiéroglyphes, en hiéroglyphes japonais. Et il me dit, moi, ça partira toujours à l'endroit. Et il me dit, je peux vous assurer qu'à Marseille, ça partira à l'endroit aussi. Et ils lisent pas japonais non plus. Et il me dit, le cariste au Japon, je crois pas qu'il lise toutes les langues. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va prendre le carton, il va voir O écrit en japonais, mais à l'envers. Donc il va mettre le carton à l'envers. Il ouvre, il a tous les camemberts à l'envers. Donc il contrôle toutes les dates d'un seul coup. Ça, c'est une superbe innovation. Ce qu'on appelle un quick win. Je gagne très rapidement. D'accord? Donc on peut innover sur toutes ces phases du cycle de vie. Et innover, c'est pas forcément plus. Je prends des exemples. J'ai un client, on a été obligé de supprimer le management de projet. Vous voyez, c'est pas plus. On s'est rendu compte que tous les plannings étaient bons, tous les budgets étaient bons, tout était toujours bon. J'aurais dit, mais super, il faut faire labelliser, aller bosser pour des projets internationaux. Parce que... Et en fait, non, les mecs, ils sont en mode commando. Puis après, pour avoir la certification qualité, ils remplissent les documents après. Ça sert à rien. Donc là, innover, c'est revenir à un mode d'organisation plus adapté. Enfin, pour terminer, la créativité. Donc, on en a un petit peu parlé, beaucoup de gens ont travaillé là-dessus. Celui qui est intéressant, il revient, c'est De Vinci. Et ça met le doigt sur un deuxième frein culturel que l'on a par rapport à l'innovation, puisque De Vinci a travaillé sur le rapport à l'échec et a démontré qu'en fait, c'est se donner le droit à l'erreur qui permet véritablement d'innover. Faire juste du premier coup, c'est impossible. Aujourd'hui, en plus, on n'a plus d'excuses. Imprimante 3D, machine à prototypage rapide, traitement des panels. On a plein de méthodologies, qu'elles soient technologiques ou pas, pour tester en amont les choses avant de les diffuser, avant que ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, on peut prendre le maximum de risques. Nos banquiers, par exemple, à force de ne plus vouloir prendre de risques, nous mettent en situation de risque. Moi, j'ai écrit un papier là-dessus, j'ai dit, à force de coller innovation à recherche, vous êtes en train de nous tuer parce que les chercheurs se mettent à chercher des trucs qui se donneront forcément d'innovation, donc ils ne vont pas chercher à des endroits où il n'y a rien à trouver et qu'ils trouveront par hasard. Et les innovateurs sont bloqués par rapport à la connaissance. Alors qu'on peut innover avec des connaissances qui sont déjà existantes sur des étagères. Et on augmente notre compétitivité en améliorant ça. Bref, sur la créativité, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus eu le temps d'attendre l'idée. Et donc c'est pour ça qu'est apparu dès le début des années 30 des méthodologies qui permettent de forcer la créativité au bon moment, parce qu'on a un rapport au temps qui a changé, et on a développé des méthodes qui permettent de faire quoi? La créativité et celle de vos collaborateurs, c'est quoi? Un cerveau qui a des connaissances, puis un cerveau qui mélange tout ça, on va dire, en faire simple. Et être créatif, c'est favoriser la fluidité entre tous ces espaces de connaissances. Un enfant, vous lui montrez une fourmi, une mouche, puis vous lui dites ça c'est des insectes. Moi ça arrive avec mon fils, hein. Je lui dis mais... Et le lendemain, il dit, j'ai vu des fourmouches hier. Wow, il a connecté des trucs inconnectables. C'est ça la créativité. Et en fait, nous, je vous avais fait un petit test, tiens. Lisez la couleur là. Il faut lire la couleur et pas le mot. Donc vert, allez-y. Puis vite, hein. Vite. Donc dites-vous que physiologiquement,
plus on avance dans le temps, plus on fait ce qu'on appelle... Enfin, au cerveau, ce collaborateur, c'est un tas de sable vierge à la naissance. Plus ou moins large, plus ou moins haut, plus ou moins humide. Et tout ce qu'ils vivent, c'est de l'eau qui est versée en haut. Au bout d'un certain temps, si l'eau est versée toujours au même endroit, vous ne créez pas de nouvelles nervures sur ce tas de sable. Vous ne faites que creuser les nervures existantes. C'est les schémas de pensée, c'est les autoroutes du cerveau. Donc il faut créer les conditions dans lesquelles, hop, je change d'angle de vue, hop, je côtoie quelqu'un d'autre qui me... Hein, aller dans des réunions où tout le monde est toujours d'accord, c'est chiant, c'est vraiment chiant. À l'époque où j'étais chercheur, c'était la fin, mais il y avait des colloques, mais on en avait presque aux mains. Il y a encore des colloques en histoire, je crois. Où ils y viennent. Là, c'est bien. Là, ça commence à être intéressant, les gens ne sont pas d'accord. Donc on peut créer des nouvelles connaissances, on peut aller plus loin, se dépasser. Ben là, c'est terminé. Donc aujourd'hui, il faut vous dire que vous, vos collaborateurs, physiologiquement, selon l'hygiène de vie qu'ils ont des schémas de pensée. Et les méthodes et les outils de créativité, elles visent à sortir de ça. Il y a un outil, par exemple, que vous utilisez, ça s'appelle l'inversion. Quand vous dites à quelqu'un, j'aimerais bien réduire le temps d'attente dans la salle d'attente de l'hôpital. On fait une petite séance de créa, ça a du mal à sortir. Faites l'inverse. Vous réunissez tout le monde, vous dites, j'aimerais multiplier par 10 le temps d'attente des clients. Vous allez voir le nombre d'idées que vous allez avoir. Et là, vous allez trouver les vrais problèmes. Vous voyez, il ne faut pas essayer de changer les gens. Il faut s'adapter à leur culture et utiliser les outils qui leur font s'exprimer au mieux leurs idées et leur créativité. Et donc être créatif, c'est sortir du cadre, comme vous le savez tous. Donc être créatif, De Vinci, Einstein, c'est en priorité. Si vous voulez sortir d'un cadre, il faut faire quoi avant? Il faut définir le cadre, ouais. Avant de sortir de quelque chose, il faut savoir de quoi vous sortez. Voilà. Et donc, un bon créatif est un bon poseur de problèmes. 50% de la démarche de créativité doit être passée sur la pose du problème et de la problématique. Trouver les informations qui permettent de la comprendre. Trouver les idées, c'est 20%. Sélectionner et implémenter les idées, c'est 30%. Là où on pense qu'un brainstorming... Mais quand vous faites un brainstorming sur une mauvaise question, ça fait des mauvaises réponses. Ça ne fait pas des gens pas créatifs. C'est des gens créatifs à une mauvaise réponse. À une mauvaise question, pardon. D'accord? Donc, un bon créatif, c'est un bon poseur de problèmes et on est tous créatifs. Je prends ma souris, je vous l'envoie. Donc là, la souris qui vous arrive dessus. Donc là, vous allez dire, je mets ma main, je me baisse, je jette la chaise. Si vous faites que imaginer la solution, vous prenez la souris dans la tête. Donc vous mettez votre main, mais là, vous êtes en colère, vous me lancez une bouteille, je quitte la salle, je crie, je lui lance une bouteille, et ainsi de suite. On est en permanence dans ces processus, en plus ou moins contrôlés. Le seul souci, c'est que, à ma grande déception, puisque théoriquement, je pensais que ce n'était pas le cas, on peut tuer le potentiel créatif des gens. Quelqu'un qui est sur une chaîne de production qui fait ça toute la journée, qu'on le veuille ou non, hein, même si on est sur la parité, sur des usines que j'ai vues, c'était un public féminin, ben c'est quand même ce public féminin qui s'occupera des enfants et de la vie de famille après. Ben, au bout de 15 ou 20 ans, l'eau qui est en décalage sur le tas de sable, on ne le voit pas beaucoup. Et donc on va tuer le potentiel créatif de la personne. Parce qu'à côté, elle n'a pas l'hygiène de vie pour pouvoir s'extraire et trouver de nouveaux modes de pensée. Ça, c'est important à comprendre parce que du coup, ça évite des fois de forcer des gens ou de les mettre en difficulté parce qu'au bout de 20 ans, ils ont perdu ce potentiel-là. On peut le reconstruire, mais ça prend un temps fou parce que ça nécessite de changer tout ce qu'on a autour de nous. Voilà. Donc pourquoi, pour conclure, avons-nous tant mal à retrouver nos instincts? À la baseline de mon cabinet, c'était « Aidez-nous à disparaître » comme Emmaüs. Et les gens disent « Mais t'es fou, quoi ?» Cabinet de consulting qui dit aidez-nous à disparaître. Je vois, parce que le jour où on parle plus d'innovation, on aura tous du boulot parce qu'on en refera naturellement, comme on en faisait il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, quelles sont les conditions pour retrouver ça? Ben, c'est de l'agilité. Pourquoi il faut mettre des processus agiles? On va remonter moins loin que Innovare. Si vous avez des smartphones, téléchargez le dictionnaire Le Littré. Le mot innovation, c'est pas un mot d'économiste. On nous en... Avec Schumpeter, c'est très bien Schumpeter, ce qu'il a dit, c'est très très bien. Mais avant Schumpeter, dans le Littré, il y a écrit que innover, c'est un terme de botaniste, qui signifie faire bourgeonner une plante. Et c'est tout. C'est tout. Et là, vous comprenez qu'en fait, nos entreprises sont basées sur des organisations, des processus mécanistes, là où il faudrait être sur des processus dits biologiques. C'est-à-dire, la plante, elle pousse. Moi, on m'a appris aux arts métiers. Hein. La plante, elle pousse, t'as un mur. Appelle le copain qui te pète le mur pour que la plante, elle monte. La plante, elle fait pas ça. Elle va contourner. Puis en contournant, elle va voir que le soleil est encore mieux là-bas. Donc elle va s'adapter et aller chercher le soleil là-bas. Nous, on a dit qu'on allait là, on a dit au patron qu'on allait là, il faut qu'on aille là, quoi. Enfin, je veux dire, même si le point de vue il est meilleur là-bas, on a dit qu'on prenait tel chemin, on ne change pas la rando. Ça, c'est le premier point de l'agilité. Deuxième point de l'agilité, c'est que quand une plante pousse, des bourgeons sortent, des innovations. Chez 3M, par exemple, quand un bourgeon sort, j'enlève le bourgeon, je le bouture, je regarde ce qu'il fait. Soit je l'exploite, je fais un nouveau projet, soit je le revends. Et c'est comme ça qu'ils se mettent à faire des vidéoprojecteurs, des blouses pour chirurgiens, des tablettes, des post-it. Ils sont agiles. Ils s'adaptent à l'environnement.
être en mouvement permanent, s'appuyer sur les acteurs qui sont là pour vous aider, quitter la logique de poste. Bon, moi ça on en a déjà parlé. Ça m'est arrivé très récemment, devant la photocopieuse en train de prendre un café, il y a un gars qui se pointe, il ouvre, il ferme, il appuie, il ouvre, plus de papier, il y a le papier là, il reprend son papier, il va à son poste, il appelle quelqu'un qui met la rame de papier. Ça c'est la logique de poste. Ça tue l'innovation en fait. La logique de poste, c'est pas à moi. D'accord? Deuxième condition, il y en a que 3, je vous rassure. Diversité et réseau. Donc on ne sait pas trop coordonner, mais bon, ça veut dire qu'il y a des faisceaux qui sont intéressants. Être capable de s'unir, il ne faut pas voir forcément grossir. Souvent on dit grandir sans grossir, parce que c'est vrai que grossir des fois, ça devient compliqué. Mais on peut grandir ensemble en fait, ce qu'on appelle l'entreprise étendue. Mon domaine juridique il est là, mais je peux avoir une entreprise étendue, partager des activités avec des autres, sans créer une énième structure, ce qu'on appelle l'entreprise étendue. On peut grandir ensemble. C'est réhumaniser nos organisations. Là, souvent, j'avais écrit un article qui s'appelle la Karabatic on it. C'est les Karabatic, les handballeurs là. Ils ont fait une connerie, ils ont parié, ils ont triché. Hein. Donc ces gens-là, on leur demande de porter le maillot de l'équipe de France, on demande d'aller au-delà. Moi, je suis de côté de Montpellier. Ils vont dans les écoles, ils sont pas payés comme les footballeurs. Et là, ils ont fait une connerie, d'accord? Donc on leur demande de l'humain dans l'organisation, c'est sortir de leur poste pour porter le maillot et ainsi de suite. Et à la première connerie, qu'est-ce qu'a fait le club de handball de Montpellier? Ils ont déchiré le contrat de travail. C'est un peu comme si mon gamin rentre de l'école, il me dit, je l'aime beaucoup, hein, il me dit, papa, j'ai fait une connerie. Je prends le livret de famille, fini, terminé. Terminé. C'est-à-dire que voilà, on demande de réhumaniser, mais à la moindre erreur, on redevient un contrat. Vous voyez? Le seul qui a été un bon manager, c'est le patron de l'équipe de France qui a dit, ils ont fait une super connerie. J'espère qu'ils seront punis. Par contre, je les attends au match si je le peux. Ils ont fait la connerie, ils sont punis. On enchaîne. Il y a des cadres pour ça. La réhumanisation, c'est dans les deux sens, c'est pas que dans un seul sens. Enfin, la dernière, et puis bon, casser les silos. La dernière, bon, genre, on en a un petit peu parlé. Tout ça, tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on se fait, ça se fait dans des cadres réglementaires. Et en fait, trop souvent, je vois des innovations au niveau européen qui sont tuées par les normes et les réglementations. Pas par les normes et réglementations pour protéger. C'est dans l'intérêt général. C'est les normes et les réglementations dans l'intérêt privé de certaines sociétés. Faut être clair, c'est pris en otage par l'Allemagne. Qui, par exemple, jusqu'en janvier 2012, il y avait 4 véhicules exonérés de taxes pollution, véhicules de société. Hein, l'Audi Q7, l'Audi Q5, le BMW X3, le BMW X5. Les 4 seuls véhicules en Europe où vous n'aviez pas de taxes pollution à payer. Une réunion, un vote. Les véhicules pompiers, réglementaires, on a rehaussé il y a 2 ans la hauteur réglementaire. Renault ne peut plus répondre aux appels d'offres européens, seuls Volkswagen et Mercedes peuvent répondre aux appels d'offres. Il faut comprendre qu'en fait, innover, vouloir développer les organisations, développer des choses, c'est bien. Si on n'est pas présent sur l'aspect réglementaire, ben, on peut à un moment donné tout gâcher parce que quelqu'un peut trouver que vous êtes trop gênant et faire évoluer la réglementation pour vous empêcher de socialiser. Donc en fait, il faut être présent. Il faut être présent dans les institutions de normalisation, soit pour faire, soit comme moi pour bloquer. On va bloquer, on emmerde, comme ça avance pas. Mais c'est au moins un moyen d'agir pour éviter que ça soit pas dans l'intérêt général. Alors, vous allez me dire... donc en gros, c'est ouvrir les fenêtres, c'est gagner en agilité, c'est gagner en diversité, c'est accepter cette part de hasard, de sérendipité dans nos vies. Arrêtez de croire qu'on peut tout maîtriser. Sûrement. Ça, c'est pas mon point fort. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? L'innovation, c'est donc vous. C'est donc l'interaction avec différentes personnes de différentes cultures. C'est donc des notions d'échange. D'échange, donc d'écosystème. Et c'est depuis 2010, on a développé la notion, d'ailleurs c'est une marque qu'on a déposée, on ne gagne pas d'argent avec ça, mais on évite que ça soit privatisé. Aujourd'hui on n'interdit aucun cabinet de consulting d'utiliser la marque écosystème d'innovation. En fait on est dans les logiques d'écosystème d'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun vit dans son propre écosystème, et son écosystème d'innovation, c'est l'ensemble des échanges dans son propre écosystème et aussi avec l'extérieur. L'écotone d'innovation, on est en train de développer un livre là-dessus. La plage c'est un écotone, le passage entre la mer et la terre. C'est quoi vos écotones d'innovation? C'est quoi vos interférences avec les autres? Alors, très récemment, on a innové en innovation, on a créé ce qu'on appelle la fabrique à innovation. La fabrique à innovation, c'est assez simple. C'est une plateforme dans laquelle, quand vous avez une idée, n'importe qui dit tiens, j'aimerais bien développer tel projet. Il la soumet à une communauté. Aujourd'hui, c'est 4000 à peu près personnes. Et pendant 40 jours, les gens disent j'aime, j'aime pas, tu devrais faire ci, à quoi ça sert, pour éviter le syndrome des inventeurs là. Du concours Lépine, c'est-à-dire pour être sûr que ce ne soit pas le besoin de quelqu'un mais un besoin collectif, on fait évoluer ça. Une fois que les gens ont voté, on dit j'aime ou j'aime pas, elle est évaluée par un groupe de personnes, experts comptables, sociologues, designers, ingénieurs, financiers. Et on regarde laquelle est la meilleure.
Et quand les meilleures idées sont retenues, elles passent dans un mode projet dans lequel on a toujours nos designers, mais l'ensemble des internautes continue à nous aider à les développer. Donc pendant une semaine, elle est par exemple en nom et slogan. Donc n'importe qui est inscrit propose un nom et slogan. Le nom et slogan retenu touche 1,25% de royalties sur les bénéfices nets de charge quand le produit sera vendu. Ensuite, elle passe en design. Donc là, on a tous les designers de France qui peuvent envoyer leur design. Les autres votent, j'aime, j'aime pas. Et le design retenu touche 6% de royalties. Et étape par étape, on récompense tous les acteurs. Et c'est écrit clairement dès le début du site. Pourquoi? Parce qu'on veut défendre l'idée que l'innovation n'est surtout pas la propriété de quelques-uns, de celui qui sait dessiner, celui qui a le pouvoir. Elle n'existe que parce qu'un ensemble d'acteurs avec une certaine diversité ont transformé une idée, validée par tous, en un produit industrialisé. Et donc la récompense, elle doit être collective aussi. On ne récompense pas que le designer. Dans d'autres modèles, celui qui dépose l'idée a 25% de royalties. Celui qui trouve le nom et slogan à 25%, celui qui trouve le design 6%, et ainsi de suite. Et quand on a fini de l'industrialiser, on l'amène à une PME française pour qu'elle le produise. En gros, on a externalisé l'innovation produit. La PME n'innove plus dans les produits, mais elle innove dans ses process, dans son organisation, et ainsi de suite. On a réindustrialisé de la tongue cet été, une tongue innovante en kit, une tongue Ikea, en fait, customisée. Et c'est un constructeur automobile qui l'a produit. Vous voyez, l'innovation pour lui, c'est pas le produit s'en fout, c'était comment je produis des pièces plus petites que des pare-chocs, en plus faible quantité, avec plus de diversité de couleurs. Il a été obligé de revoir son management, son organisation industrielle, son modèle économique, pour voir tout ce qu'il pourrait faire d'autre que des pare-chocs et automobiles, si vous voulez. Donc on a mis en place ça avec un Fab Lab intégré qui permet aux gens de venir créer. Donc on ne contrôle pas grand-chose. La sérendipité, là, pour nous, on a un bâtiment qui est à moitié ouvert, les gens viennent, il y a un mur sur lequel ils peuvent écrire directement, ils écrivent directement, tiens j'ai telle idée. Quelqu'un d'autre passe le lendemain, dit oh, elle est nulle, ou un autre dit elle est géniale, tiens on pourrait faire ça. Et en fait on laisse faire, il faut laisser faire, puis à un moment donné on régule. Et une fois que c'est validé et qu'on veut transformer, là on s'organise. Mais l'émergence, on crée les conditions pour que ça arrive. On ne met pas un pistolet sur la tempe des gens en disant cette année le boss il a dit qu'il fallait 30 idées, j'aimerais les 30 idées parce que sinon ça va mal se passer, tu n'auras pas ton variable. Ça ne marche pas en fait. Donc il faut arriver à créer ces conditions d'émergence de l'idée pour qu'on puisse, et après d'avoir les moyens de les transformer. C'est les deux conditions.